inspiré et on a pris effectivement tous les éléments dans les livres de loup. Et on a enlevé tout ce qui était chat, c'est tout, puisque on a dit justement que c'est pas ça, hein, ce qu'on veut, c'est pas le côté de ce qu'on connaît, c'est vraiment tout ce qui est positif, côté positif. Alors le loup, non tu reviens, le loup connaît bien son territoire, donc le loup connaît bien son territoire, on a fait donc une analyse de notre territoire, donc qui sont nos clients, qu'est-ce qu'on voudrait comme client, quelle est notre valeur ajoutée. Alors bien sûr, on s'aperçoit dans cette démarche que notre valeur ajoutée, elle ne peut pas convenir à tout le monde. On ne peut pas travailler en masse, c'est un choix. On a fait le choix de ne pas travailler en masse et de connaître beaucoup notre territoire. Parce que nous, forcément, en tant qu'assureur, si c'est bien quelque chose que l'on connaît, c'est bien le territoire économique, puisque forcément on assure, on a des sinistres. Je suis aussi juge au tribunal de commerce, donc c'est ça, connaître bien son territoire déjà, et surtout, donc essayer de faire travailler les gens qui sont sur son territoire. Ne pas partir, on évite les sociétés multinationales. Donc on a déjà fait un grand état des lieux de notre territoire, découvert des gens, des choses dont franchement on ne connaissait pas du tout l'existence. C'est impressionnant, c'était à côté de chez nous, des gens qui pensaient comme nous, des gens qui voyaient comme nous. Et ça, on a trouvé ça dommage. Et quand je dis les gens, c'est des entreprises en fait, hein, avec des gens dedans bien sûr. Mais il y en a, on ne les voit pas. Donc on s'est dit, ben, nous aussi, il faut qu'on s'adapte. Donc ça n'a pas été forcément la chose la plus simple. Alors donc là, on est parti dans mais je peux y arriver. Merci. On a constaté effectivement ce qui se passait sur le marché de l'entreprise. Puisque ça, c'est nos clients, nous, les entreprises. Ce sont nos clients. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché en ce moment ? Il se passe des choses qui ne sont pas forcément... Il y a une volonté de changer. Ça, vous le voyez ici, mais dans la vraie vie et dans les grosses entreprises, il y a une volonté de changer. La mettre en place, c'est très violent. C'est très violent. Et puis on passe de gestion à très court terme sur gestion à très long terme. Donc, voire très long terme, toutes les structures ne sont pas faites pour ça, en fait. Hein. Donc, effectivement, nous sommes adaptés à notre écosystème en disant on va faire une offre pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, on va proposer ce que l'on est la valeur ajoutée et la décision viendra des personnes qu'on va rencontrer. C'est elles qui auront un ressenti du besoin de ce qu'on va vous proposer ou pas. Voilà. Il faut laisser le champ libre. Trop de bouleversements en ce moment. On n'est pas arrivé à déterminer, pour vous dire, c'est quand même pas si simple, c'est que le début d'une aventure. Hein. Nous ne sommes pas arrivés à déterminer quelle est la part de vrai dans la part de faux, dans la part de vrai que les personnes voudraient, les chefs d'entreprise voudraient aller ailleurs. Mais par opportunisme, par vérité, on ne sait pas. L'argent, c'est une vision personnelle de chacun d'entre nous par rapport à notre niveau d'argent, par rapport à la vie que l'on a, par rapport à ce qu'on veut en faire. Qu'est-ce que l'argent ? Et alors là, en France, c'est hyper tabou de parler d'argent, donc là, ça se complique. Moi, j'aime, à la limite, j'ai la même satisfaction de faire un placement, et on en a parfois pour des jeunes gens qui veulent s'acculturer à ce nouveau monde, qui sont de 25 ans, donc c'est très jeune, et se faire des réserves pour un projet. Ils veulent mettre, en fait, ils se servent de l'effort d'épargne pour imaginer leur projet. J'ai autant ça que 500 000 euros. Vous voyez, c'est pas ça l'idée, c'est ce qu'on veut faire de l'argent, l'objectif de l'argent. L'idée, c'est pas de le refuser, c'est pas de... Pour vous donner un exemple un petit peu, j'ai parfois des gens qui héritent d'argent et qui le vivent très mal. Il y a plein de sentiments et d'émotions dans l'argent. L'argent, quand une succession est bien préparée, qu'elle est bien donnée, les gens le vivent très bien. Mais quand il y a eu des choses pas réglées au niveau des parents, les gens ne le vivent pas forcément bien. Et cet argent, il va être craqué très vite si on a un rejet, et l'argent va suivre une courbe, en fait, de dépenses qui a un rapport avec la personne. Ou si la personne veut pas que son papa ou sa maman partent dans l'autre monde, elle va garder cet argent alors qu'elle va même pas en profiter. Donc il y a aussi un accompagnement par rapport à cet argent et par rapport donc à cette vision. Donc on a beaucoup, si on essaie de travailler sur des pistes de prévention. Prévention au risque d'inondation, donc on essaye effectivement de voir comment on pourrait améliorer les risques en inondation, mais l'idée c'est que la personne se mesure ses risques. Et c'est assez impressionnant de savoir à quel point on est loin de la réalité des risques. C'est-à-dire que c'est comme si on avait voulu penser qu'avec de l'argent, avec des centres hospitaliers, avec tout ce qu'on a, on n'avait pas de risque.
Et pourtant, on le voit bien que les risques sont les mêmes. Donc en fait, c'est l'acculturation au risque et à la réalité de la vie, et puis après le mettre dans une position donc positive. Donc on a vraiment des chantiers énormes qui sortent vraiment donc effectivement de la pensée unique. Et puis parfois, moi ça m'arrive, tout simplement, j'ai une petite décision à prendre, et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle ferait la louve alpha? Qu'est-ce qu'elle ferait? Ça paraît idiot, mais en quelques secondes, je me recentre sur ma pensée et je me recentre sur ma fonction. Ou quand à la limite, par exemple, je vais avoir un salarié, ça va me saouler. Moi, je suis comme tout le monde. Et là aussi, je vais me recentrer en disant, attends, c'est la meute, qu'est-ce que la personne apporte? Là, elle est en train un petit peu de dévier, peut-être qu'il faut un petit peu montrer les dents, mais on ne jette pas les gens. Enfin, je veux dire, c'est juste un recadrage, je veux dire, c'est normal. Et puis je demande aussi à mes collaborateurs de me recadrer moi-même, parce que effectivement, je crois que la vision de l'autre est très importante dans une entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve très seul, parce qu'on veut être seul, et on s'en rend pas compte. C'est dangereux d'être seul. Alors on va chercher des amis chefs d'entreprise, on fait semblant, on arrive dans des réunions, on montre la belle voiture, sa réussite sociale, mais le vrai échange, on l'a pas. Pourquoi va-t-on chercher de l'échange avec d'autres chefs d'entreprise qui vous apportent rien, alors que vous n'échangez même pas avec les gens qui travaillent avec vous? La question, elle est quand même de fond. J'imagine pas la louve alpha aller chercher une autre louve alpha pour discuter et revenir dans sa louve alors qu'elle n'a pas dans sa meute alors qu'elle n'a pas parlé à sa meute. Vous voyez? Donc ça me permet de me recentrer dans mon activité et dans notre futur développement, qui je pense sera très 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 infini. Et ça nous a permis aussi d'arrêter avec le temps. Vous savez, on nous a toujours appris pendant des années à mesurer une opération commerciale. Elle commence au 1er avril, elle finit le 30 mai. Quels sont vos chiffres? Toutes ces choses-là, les promotions que vous voyez, la pression des vendeurs quand vous rentrez dans un magasin, donc vous le sentez tous. Donc ça nous a permis de prendre aussi de la distance au temps en disant, oui, on a ouvert tous les chemins des possibles et on regarde tout, on voit tout, et on verra bien ce qui se passe. On va en tirer le meilleur en tout cas. Alors c'est vrai que c'est la théorie du bon sens, mais quand on est dans l'entreprise, on était tellement loin qu'on a vite tendance après à s'enfermer si vous voulez être différent. C'est-à-dire que la différence fait peur, elle a toujours fait peur, c'est pas l'étranger, c'est pas forcément l'étranger au sens de la personne qui vient d'un autre pays, ça fait peur. Donc effectivement, le bon sens, il est dur à mettre en place si on n'a pas un ami. C'est peut-être pour ça qu'on a des religions d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il nous faut un fil conducteur. Voilà. Le biomimétisme, alors il y a deux sortes de biomimétisme. Il y a le biomimétisme effectivement qu'on utilise simplement techniquement pour de la créativité, pour voir effectivement, c'était je crois comment ça s'appelle, on prend effectivement dans la nature le colibri, des choses comme ça, c'est pas par hasard si ce colibri est là, c'est des comportements qui donnent des idées, en fait c'est ça, c'est des comportements qui donnent des idées, mais pour éviter de se faire rattraper on va dire par l'ancien monde, il est vrai que c'est bon d'avoir un guide, et je pense que c'est un guide peu importe, ça dépend peut-être des professions. Nous, effectivement, c'était vraiment, le loup nous correspondait vraiment beaucoup à notre profession. Il est évident que je suis sûre qu'il pourrait y en avoir des tonnes, que chacun peut trouver de partout. Effectivement, nous, on avait un esprit, la meute était très importante, et l'efficacité de la meute était très importante, et la stratégie. Donc on a fini par créer effectivement une nouvelle méthode, donc une stratégie assurantielle et patrimoniale. Et effectivement, maintenant, on est dans la vraie stratégie avec la personne. Alors, je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est une révolution. C'est une révolution, c'est sûr. Il faut qu'on le dise, c'est pour ça qu'on est ici. Il faut qu'on le partage avec les personnes. Il faut qu'on s'acculture à ça. Parce que, hélas, ça passe par une case confiance. Et la confiance, en ce moment, c'est dur à obtenir. Parce que même nous, quand on la donne, parfois, on se fait avoir, il faut dire la vérité. Donc gros problème de passage confiance. Alors là aussi sur la confiance, on se dit voilà, comment les loups se font confiance. Souvent, s'il y a un loup qui est égaré et qui veut rejoindre une meute, en général, s'il arrive direct, le loup il se fait manger, c'est vite vu. Et je me suis dit comment faire confiance aux gens.
Parce que je me suis fait avoir, il ne faut pas rêver. Donc comment faire confiance aux entreprises que je croise? Et bien en fait je crois que c'est ça, c'est de laisser le temps. Donc le loup qui veut intégrer une meute, et ben il va faire amende honorable pendant un moment, il va tourner autour, il va voir comment ça fonctionne, et puis il va rentrer tout doucement. Ben voilà, maintenant j'ai arrêté de vouloir dire tiens ça c'est monsieur, cette entreprise c'est des gentils, ça c'est des méchants. Maintenant je laisse le temps se faire, avec quelques regards quand même, pour voir si effectivement la personne peut correspondre à ce que moi j'attends, et ce qu'elle attend, si on a quelque chose à s'apporter, un chemin à faire ensemble. Évidemment, quand vous dites à un client, je choisis vos fonds d'action avec mon instinct de loup, commercialement, ça passe limite, vous voyez. Mais pourtant, mon instinct est là. Donc, qu'est-ce que je fais de cet instinct? Parce qu'il y a des choses qui sont très importantes. Alors, effectivement, là, je suis en train de travailler sur moi, en tout cas, et je crois que Benjamin aussi y va, parce que ça lui est personnel aussi, de dire, déjà, pour avoir un bon instinct, il faut être dans de bonnes conditions. C'est ça en fait. Je ne pense pas que vous puissiez avoir l'instinct si vous avez des conseils d'administration toute la journée avec une pression pas possible, si vous avez le métro le soir, vous rentrez crevé. L'instinct, il se crée avec la nature. L'instinct, il ne peut pas être loin de la nature. Donc il est très important, je pense que l'instinct, après, rien n'empêche, maintenant je travaille un petit peu entre mon corps et mon cerveau. L'instinct étant dans le corps, pour voir comment on peut se servir de l'instinct pour éviter les premiers risques déjà. Cela, je sens pas, je fais pas. Je sens vraiment pas, je fais pas. Je n'aime vraiment pas, j'y vais pas. Et puis après, remettre de l'intellect sur l'instinct de façon à ce qu'on soit très performant côté animal, ce que l'on est, et côté, on va dire, humain. Enfin, le mot humain est un peu galvaudé parfois, vu ce qu'on fait, mais mettre les deux ensemble, je pense que là, ça ferait une énergie fantastique de nos ressources immatérielles. Donc souvent, dans les accompagnements d'entreprise, on parle beaucoup de ressources immatérielles, donc on parle d'intellect. Moi, dans mes ressources immatérielles, je n'y vois pas que l'intellect, effectivement. Donc j'arrive pas trop, effectivement, à voir où il est, cet instinct dans le fonctionnement. Je trouve que ça marche pas mal, mais je sais pas trop comment, en fait. Et j'ai essayé d'en parler à Louis, il m'a très peu répondu. Après, aussi, est-ce qu'on peut avoir vraiment d'instinct quand on met trop d'intellect sur les choses? Moi, j'ai souvent vu des gens qui font des conférences. Moi, je suis complètement autodidacte parce que, bien sûr, un peu en dehors du système scolaire. Mais j'ai souvent vu des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui ont beaucoup étudié, qui sont très brillants, ne pas voir des choses toutes simples à côté. Et tu sais pas comment leur dire, tu te dis attends, moi j'arrive, j'ai pas fait d'études, j'ai fait n'importe quoi, voilà, j'ai vécu comme j'ai eu envie, et j'ai travaillé comme j'ai toujours eu envie, et à un moment donné, je vais dire à cette personne comment je vais le lui dire. Et je pense que ce serait dans l'entreprise plus que le coaching qu'on connaît entre-temps. Voilà, là, on remet de l'humain, on est au début de l'histoire, on remet de l'humain, alors là on n'est même plus dans le bon sens, c'est évident, c'est de l'humanité, normalement, dans les entreprises. Oui, d'accord, c'est bien, mais je crois que pour que les gens qui travaillent dans une entreprise soient heureux, il faut vraiment qu'ils remettent en place leur instinct, leur créativité aussi. En travaillant en co-développement, donc on travaille à trois. Les autres sont un petit peu plus écartés du projet, parce que c'est pas leur truc. Donc j'ai une jeune femme là qui travaille avec nous deux. Alors 3 personnalités exprès, 3 personnalités mais complètement différentes. Bon, des valeurs éthiques bien sûr, mais alors on est très différents dans l'agence, vraiment de milieux différents, de religions différentes, enfin on n'a rien à voir. Et il se trouve que c'est vrai qu'on arrive à créer des choses à 3, qu'on n'arrive pas à créer tout seul. C'est étonnant ça aussi, C'est-à-dire qu'il y en a qu'un qui a vu le client, parce qu'on ne peut pas être à 3 à chaque fois. Il y en a qu'un qui l'a vu, qui va nous redonner ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, et de ça, en se concentrant très rapidement, nous chacun dans notre domaine, avec des visions complètement différentes suivant le cas, on va donner des idées à la personne. Donc il y a une sorte aussi d'émergence entre... Voilà, et pourtant on n'a pas vu la personne, on la connaît pas, on présente... voilà. Après on se connaît bien entre nous, c'est-à-dire qu'on sait très bien comment je vais dire les choses, comment Benjamin va les dire et comment Anan va les dire. Donc on sait aussi comment on fonctionne, il faut bien se connaître pour faire ça. Mais j'avoue que là, en tant que nouveau alpha, je peux dire que toute seule, je ne suis pas performante comme avec eux. Pourtant, j'ai un certain âge, je veux dire, des années d'expérience dans mon métier. Pourquoi j'ai
besoin de... Enfin, si on part sur l'intellect, pourquoi j'ai besoin donc de jeunes gens qui ont moins de 30 ans? Et pourtant, pour trouver des solutions, j'en ai besoin. Je me suis toujours posé aussi la question, pourquoi d'une génération à une autre? Génération XY, la dernière je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin bref, c'est quoi ces histoires de génération? C'est quoi? Pourtant on le ressent dans le travail, hein, c'est vrai. Mais est-ce que ça ne voudrait pas dire quelque chose, qu'on n'apporte pas tous la même chose? Là aussi il y a un gros problème générationnel dans les entreprises. Oui, moi je pense qu'à un moment donné, la jeunesse est la jeunesse. On vieillit, on a des choses à apprendre, on a toujours à apprendre, on a de l'expérience, on a plein de choses. Mais effectivement, du coup, la puissance diminue aussi un petit peu, c'est plus la même vision, le monde change, il faut reconnaître, hein, le monde change. Et oui, effectivement, je pense que là, moi j'aime beaucoup le mélange intergénérationnel. J'adore effectivement travailler avec des jeunes. Je pense que c'est très important d'avoir une vision complètement différente sur une entreprise. Je pense que même c'est dangereux de ne pas avoir vision d'extérieur. Parce que ce qui se passe maintenant, et ce que je trouve un peu déplorable, c'est que les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Comme elles ont toujours fait, elles vont s'acheter un coach, je dis bien acheter, elles vont se payer de la prévention, elles vont acheter. Moi, les entreprises, on s'est posé la question, hein, les entreprises ne nous prennent pas au sérieux parce qu'on ne fait pas payer. Alors on nous a dit, votre bilan de vulnérabilité, votre analyse, là, tant que vous ne la ferez pas payer, vous ne serez pas pris au sérieux. Alors on a failli, on y a réfléchi, hein, on s'est un peu laissé embarquer. Puis après on a dit, oui, mais enfin ça veut dire qu'on cède aussi un petit peu à ce chantage du monde, quoi. C'est-à-dire que les personnes ne sont même pas capables de savoir qu'on peut faire quelque chose, parce que j'explique que derrière, on fait de l'assurance à ces personnes, souvent on a un très bon retour, forcément, puisqu'il y a eu toute une démarche avant, hein, c'est pas par hasard. Et qu'en plus c'est des personnes qui vont rester très longtemps chez moi. Mais on ne fait pas payer, on n'est pas bon. On n'a pas fait des études supérieures, bac plus 10, on ne donne pas son CV avant de parler, on n'est pas bon. Il y a du boulot, hein. Il y a vraiment du boulot, effectivement. Et je pense que, si imaginez demain, hein, lundi matin, il y a tous les salariés qui vont quand même faire leur pause café, ok, et qui arrivent et qui donnent une idée au patron. Un truc à régler, un truc d'avenir. Vous imaginez tout ce qu'ils auraient au lieu de faire venir des coachs, des machins, des trucs toute la journée? Donc vous voyez, mais ça demande de l'humilité, ça demande qu'il n'y ait plus de structure pyramidale, ça n'empêche pas comme nous, hein, c'est moi le chef, ouais, je suis la nouvelle femme, c'est pas pyramidal pour autant. Souvent on pense qu'on part du capitalisme à fond avec des structures pyramidales pour arriver directement à la coopérative, ou la coopération complète au niveau... Non, pas forcément, chacun, ça aussi, doit choisir sa structure par rapport à ce qu'il est lui. Il faut arrêter de choisir des structures par rapport à fiscal, on va dire, par rapport à des impôts. Non, c'est par rapport au fonctionnement qu'on en fait qui est important. Peut-être qu'une autre personne que moi aura besoin de se retrouver effectivement dans une coopérative. Peut-être que la coopération, ça lui ira mieux. Peut-être pas. Voilà. Donc, ces formes juridiques, c'est pareil. On a toujours l'impression que parce que c'est nouveau, c'est bien. Oui, c'est nouveau, c'est super, mais si c'est réfléchi. Et instinctivement réfléchi, on va dire comme ça. Hein, c'est peut-être ça, hein, instinctivement réfléchi. Mais en tout cas, sur le fait de l'instinct et du réfléchi, en tout cas maintenant, j'essaie de bien me faire la part des choses. Là, je suis en instinct, j'ai fini, maintenant je vais réfléchir. En général, ça va bien ensemble, hein, quand même. Le seul problème, souvent, de cette structure-là, eh ben, c'est que, donc, par définition, le loup alpha pour vous, il devient un peu seul. Ça, la solitude des gens qui se mettent tout seuls, parce que leur fonction ne nécessite pas d'être plusieurs, on est bien d'accord. Et ça, je pense qu'il faut réfléchir très à fond en disant comment je peux avoir une meute. On n'est pas obligé de rentrer toujours dans des sociétés pour avoir une meute, quoi. Je veux dire, on est bien d'accord, on est dans la vie, quoi. Pourquoi je ne peux pas rentrer dans un réseau qui fait du co-développement? Je pense que tout seul, c'est un danger de rester tout seul aussi. On ne va pas embaucher histoire d'embaucher, on est bien d'accord. Mais le tout seul, il ne faut pas. Je pense qu'on est plus armé et on transfère vers un monde de groupe, plus individualiste. Moi, je suis quelqu'un de très sauvage et quelqu'un de très individualiste, pas par égoïsme, par sauvagerie. Mais maintenant, je me rends compte que ça serait plus possible. C'est trop dangereux. Et puis, on cherche trop longtemps. Que l'instinct, j'ai remarqué aussi, se développe très facilement, hein, en étant en contact avec les gens, beaucoup plus que tout seul.
Je vois beaucoup de gens qui sont seuls, et parfois c'est des gens qui auraient pu travailler avec nous. Mais c'est pareil, quand vous dites, tiens, nous on fait un réseau, on a un réseau, on va travailler sur des sujets, vos sujets résonnent sur les nôtres et on peut travailler ensemble. Pourquoi faire? J'en sais rien encore. Je sais, moi tout ce que c'est mon instinct, voilà, c'est là où il a les limites, l'instinct. Je sais que c'est bon qu'on travaille ensemble. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'on va trouver, puisque par définition, on va le trouver quand on va travailler ensemble. Ouvrir son esprit. On est trop souvent dans le résultat immédiat. On fait un co-développement avec des personnes, peut-être ça donne rien, peut-être même c'est un peu frustrant quand on sort de ce co-développement, et puis le moment où vous allez vous promener dans la nature, ou dormir, d'un seul coup, vous allez dire, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est évident, c'était ça qu'il fallait que je trouve. Vous repartagez l'expérience une fois que vous l'avez trouvée, et ça va résonner chez quelqu'un d'autre. Moi, sur les jours là, de salon, j'ai papoté avec plein de gens. J'ai un cahier où j'écris toutes les idées qui viennent pour pas essayer de m'en rappeler parce que c'est trop lourd, ça sert à rien, il vaut mieux marquer, puis quand je suis devant l'ordinateur, je reprends. Moi j'ai eu plein d'idées ces 3 jours-là. Je suis sur un salon bio, quel rapport avec mon entreprise en direct? Aucun. Ben, sur toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai plein d'idées qui me sont venues. Donc il ne faut pas rester seul, puis en plus le danger de rester seul, c'est que le jour où on en a marre d'être seul, on risque de tomber sur les mauvaises personnes et de s'embarquer dans de mauvaises relations. Donc, le danger d'être seul est très important. Voilà, par exemple, quand on parle de danger, là, moi, ça me parle sur une entreprise. C'est un peu mon métier, le danger. Mais le danger, pas forcément là où on croit qu'il est. Voilà. Hein. Sur, par exemple, la nouvelle maladie dont on parle maintenant, c'est super, le burn-out. Il n'est pas chouette, ce burn-out. Quelle importance, vous imaginez, le chef d'entreprise, il a le droit de faire du burn-out. Ça veut dire quand même que le mec, il a un certain niveau de stress, ça veut dire qu'il est important dans la société. On crée même des maladies socialement respectables. Non, parce que la maladie n'est pas respectueuse, elle est respectable, la maladie. Ouah, il a fait un burn-out. Pas tomber en dépression, le mec, hein. Il a fait un burn-out, d'accord. C'était donc lié au travail. Quand je vous disais tout à l'heure au départ de la conférence, on met trop de barrières entre le travail et le privé. Et bien c'est lié au travail. Donc déjà, il y a des méchants derrière, mais vous imaginez l'importance de cette personne, il a tellement donné à son entreprise qu'il est en burn-out. Après tu dis, mon Dieu, si je suis pas malade, comment je vais vivre, hein, parce que personne ne va me regarder. Il n'y a rien de plus dans le monde de l'entreprise, vous arrivez en disant tout va bien, ça va bien, ou alors on va vous demander, ouais, on a une admiration, ça veut dire ça va bien, il a dû faire un chiffre d'affaires de fou, hein, on lit ça au chiffre d'affaires toujours, ou alors ça va pas, ben ouais, c'est un copain, on va pouvoir parler de ce qui va pas. Dans la gestion du temps aussi, c'est très important le biomimétisme dans la gestion du temps. On s'aperçoit quand on décortique le nombre de fois, au lieu, on se dit tiens, on a besoin d'un petit peu de temps, parce qu'on ne peut pas réfléchir tout le temps. Au lieu de faire un bol d'air, au lieu de faire un tour, au lieu de boire un café, encore ce soit pas le meilleur, mais enfin bon bref, de parler avec quelqu'un, avec un de ses collaborateurs d'un truc sympa, et bien qu'est-ce qu'on fait souvent? Enfin, qu'est-ce que fait le chef d'entreprise? Il va avoir un pote qui va venir dans l'entreprise et que, ah bah oui, il monte boire un café et on va parler de quoi? Des problèmes. Et allez. Et donc du coup, finalement, quand vous voyez les chefs d'entreprise, le seul problème qu'ils ont, c'est les charges qu'ils payent. Ça ne veut rien dire les charges qu'on paye, c'est pas un problème. C'est comme si un particulier ne va pas se lever tous les matins en disant je vais payer la sécu sur mon salaire. C'est un peu lourd tous les matins quand même, c'est pas très créatif. Donc ça c'est des problèmes, on va dire, d'argent qui vous appartiennent. Je veux dire, ça c'est une stratégie de chef d'entreprise, ça ne se traite pas avec d'autres personnes là en revanche. Hein. Donc par contre la créativité, les trucs bien, oui. Donc on est parti avec ce burn-out qui quand même a été refusé en maladie professionnelle il n'y a pas 6 mois et qui va devenir bientôt une maladie professionnelle. On est reparti dans un système du chef d'entreprise, c'est bien d'avoir fait un burn-out. Guidance, là par contre on est dans la guidance. Là complètement dans la guidance. Donc je pense que la personne qui est seule, et il y en a plein, avec beaucoup de ressources immatérielles, il doit travailler en co-développement avec d'autres personnes et avoir son réseau de bien-être, tout simplement. Alors ça fait partie de mes grandes déceptions. 2008, gros crack financier. Ah, je me dis, on savait qu'il allait arriver. Ah, je me dis, encore naïve, les États vont enfin comprendre le danger de ce monde financier qui mène le monde. Non, ils n'ont pas compris. Ça a continué. Première déception, donc qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que je fais là-dedans?
Donc je me suis dit, je vais m'adapter à mon territoire. Donc je vais faire le petit poisson, être plus intelligent que les autres et essayer d'offrir à mes clients justement, d'ailleurs la plaquette en bas, elle est la bourse ne doit plus profiter qu'aux riches, bien que je n'ai rien contre les riches bien sûr, c'est une question de valeur, c'est une question de possibilité. Mais j'ai dit, je vais démocratiser effectivement par d'autres solutions la gestion donc, du patrimoine. Tout le monde a le droit à une gestion du patrimoine. Aussi, c'est pas une question de montant, c'est une question de vie, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je me suis adaptée comme ça dans cette première déception. Et puis là, en ce moment, ça pourrait bouger, effectivement, hein, sur des entreprises socialement responsables, sur plein de choses, mais non, ça bouge encore pas. La vérité, c'est que ça bouge pas vraiment. Il y en a un qui le font, il y a de très beaux projets d'économie circulaire, de traitement des déchets. La seule chose qui peut nous sauver, au moins la planète, pas nous, c'est qu'effectivement, maintenant, c'est mal vu d'être polluant. Bon, on est toujours en apparence, hein. Et je pense qu'il va falloir que les chefs d'entreprise, il va falloir qu'il y ait une génération comme la mienne peut-être s'en aille, il faut dire la vérité, mais c'est très violent. Moi j'ai eu beaucoup de violence envers moi par rapport à des chefs d'entreprise qui pourtant étaient dans le socialement responsable, hein, on est bien d'accord. Très très violent. Parce qu'en fait, et on n'a pas compris au départ, hein, pourquoi telle violence. C'est fou quoi, quand on les énerve à ce point-là, enfin, qu'est-ce qu'on a fait? Et en fait, on a compris que eux, ils étaient dans l'apparence du durable et que ça leur suffisait largement. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que ça leur suffit largement parce qu'ils ont des peurs? Est-ce que ils sont simplement opportunistes et que voilà, on ne sait pas trop encore pourquoi. La vérité, on ne sait pas trop, on est encore déçus. Donc ouais, les déceptions, là, on en a beaucoup. Et ouais, mais nous, on continue à être ce qu'on est, et puis voilà, hein, le monde tournera autour de nous, et nous, quand on rencontre des gens qui ont envie de nous partager avec nous, c'est avec plaisir, et puis voilà, on a réduit notre façon de travailler, on a une masse salariale qui est en train de diminuer, on a décidé qu'on aurait moins de personnel, mais de personnes qui sont dans cet état d'esprit, qui ont une vraie valeur ajoutée, et puis voilà, hein, c'est tout, on vit comme on vit. Mais c'est vrai que c'est assez décevant. En revanche, il y a des projets fantastiques quand même qui se... Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le livre, lu ou vu le film Demain. Ces projets de demain qu'on voit dans le film, parce que c'est quand même un film magnifique, tellement, ils existent, en France aussi. Sauf que toutes ces petites entreprises, là, super, très innovantes, elles ont du mal à communiquer elles aussi. Donc c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire un réseau de communication. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se déplace quelque part, il peut communiquer suivant les besoins de la personne et l'envie de la personne sur les membres de sa meute, quoi. Tout simplement, pas d'échange, on n'est pas au BNI, on ne se donne pas des cartes, on n'échange pas de... Non, c'est simplement, je te connais, la personne elle a besoin de toi, tiens, vous pourriez aller le contacter, la personne a les mêmes valeurs que moi, c'est tout. Simple, libre. Le loup, on l'a pas tout mis sur le loup là, mais le loup est libre aussi. Le loup est très libre. Ça, c'est très important pour nous. La liberté des personnes qui viennent, la liberté de chacun dans l'entreprise, et la liberté de nos projets. Ça, on est très très lié à la liberté. On manque énormément de liberté en France. Rien que sur un projet, hein, je ne sais pas si vous avez fait des projets de créateurs d'entreprise quand vous vous êtes mis à... Ah oui, associatif, parce que c'est lourd, je veux dire, il faut des projets, il faut... Finalement, maintenant, quand on crée une entreprise pour les personnes qui sont seules, hein, pas les grosses boîtes, pour les personnes qui sont seules, avant même de commencer leur entreprise, elles sont jugées par des gens, tu ne sais pas pourquoi, et elles vont être déjà réduites dans leurs objectifs, pas forcément financiers, mais objectifs de créativité. Il y a une sorte de maîtrise des ressources immatérielles impressionnante à tous les niveaux, même maintenant quand on crée une entreprise, c'est assez impressionnant. Il est venu plein de structures qui sont venues se greffer pour mettre leur nez dans les histoires, pour soi-disant vous faire des prêts à 0% ou des choses comme ça. Qui sont ces gens? Pourquoi? Et voilà, dès le départ, vous savez que c'est lourd. Donc dès le départ, vous vous habituez que tout sera lourd, et dès le départ, vous serez soumis à la lourdeur donc administrative de la France. Donc tout ira bien. Et après, vous serez peut-être en rejet négatif, parce que vous allez dire, bah non, moi ça ne me plaît pas, et là, on ne pourra plus communiquer, donc c'est pas très bon non plus. Donc le pourquoi aussi, pourquoi les gens font les choses. Alors je pense honnêtement, ça fait bien longtemps, alors la bonne nouvelle quand même, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle du monde financier, l'année dernière, c'est la première année, et c'est que j'attends ça avec impatience, que quand il y a eu encore un crack boursier, mais c'est normal, ça fait partie du jeu ça, il y a eu des différences
très important sur certains fonds. Avant, tout montait, tout descendait. Donc moi, je choisissais ceux qui étaient les moins risqués, mais dans la réalité, ça ne changeait pas grand-chose. Là, pour une fois, on voit que tout ce qui est les fonds sur les pays nordiques sont bien plus stables. Le socialement responsable reste quand même beaucoup plus stable. Il y a quand même le traitement de l'eau et de l'air. Vous voyez, on recommence à avoir dans le monde financier une analyse économique, ce qu'on avait complètement perdu. Avant, c'était carrément « je m'affole ». Je m'affole, le groupe s'affole, tout le monde vend, c'était n'importe quoi. Et derrière, vous aviez les opportunistes, enfin, c'était très malsain. Là, maintenant, ça y est, il commence à avoir une résonance économique, la volatilité de la bourse, qui est quand même très, très positive pour l'avenir, et ce qui met aussi notre métier, on sert à quelque chose, puisque finalement, on est... Voilà. Avant, c'était le banc de poisson. Vous savez, ces beaux bancs de poisson qui changent d'un voilà, c'était ça, le monde financier. Ça, c'est un petit peu... Ça commence à se détacher. Mais vous savez... Ça aussi, c'est pas assez dit, comme la botanique, donc ils sont en bas là, j'avais lu leur bouquin, et quand ils ont enlevé les pesticides donc, de leurs produits, ça a été moins 20% du chiffre d'affaires. Hein. Ça, on le dit pas. On nous ment toujours. C'est même dans le monde du durable, on ment en croyant qu'on va changer sans perdre. Non, c'est un passage obligé, ça ne veut pas dire qu'on ne gagnera pas après. Je l'ai pas encore vécu, je ne peux pas le dire. Moi, j'y crois aussi. Mais je veux dire, il faut se détacher au revenu financier à un moment donné. Hein. Il faut laisser des plumes dans un changement, autrement il n'est pas vrai.